Je n'aurais jamais cru qu'une seule phrase puisse bouleverser une vie, mais ce soir-là, lors de notre dîner de famille, ce fut le cas. Ma sœur, adossée à sa chaise, un sourire narquois aux lèvres, me lança que je ne méritais pas notre nom de famille. Ma mère acquiesça. Mon père, lui, évitait mon regard. Un instant, j'eus l'impression que la pièce basculait, comme si je disparaissais sous leurs yeux. Puis mon grand-père se leva lentement, d'un ton assuré, et prononça des mots qui brisèrent son sourire en un instant. La plupart des gens pensent que l'histoire s'arrête là. Mais la vérité, celle que personne n'a vue, venait après. Je m'appelle Eleliana, et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai appris à me faire toute petite pour préserver la paix. Personne ne me l'a dit. C'est un réflexe que j'ai eu en observant l'attention que ma famille portait toujours à ma sœur. Comme une plante qui se penche vers la lumière, elle était la star, la préférée, celle qui incarnait la famille. Quant à moi, j'étais la discrète, la calme, celle qui se fondait dans le décor tandis que les autres brillaient de mille feux. Au travail, je suis coordinatrice de projet, un poste où l'organisation et le calme sont de véritables atouts. Mes collègues m'apprécient, me sollicitent et me font confiance pour prendre des décisions. Mais chez mes parents, ces mêmes qualités me rendent insignifiante. Je ne compte plus le nombre de fois où ma mère m'a dit « Tu es trop sensible ». Juste après avoir félicité ma sœur pour sa franchise, ou quand mon père minimisait mes petites réussites, diplômes obtenus en avance, promotion comme s'il s'agissait de simples anecdotes comparées aux exploits plus retentissants de ma sœur. Malgré tout, je persistais. Non pas pour les impressionner, mais parce qu'au fond de moi, j'espérais encore qu'il me voie comme mon grand-père. Il a toujours été différent. Il me parle comme si j'avais de l'importance. Il m'écoute sans m'interrompre. Quand j'étais petite, il me disait « Ce n'est pas le nom de famille qui te rend digne, c'est ton caractère ». Je ne le comprenais pas vraiment à l'époque. Maintenant, je crois qu'il essayait de me préparer à quelque chose auquel je devrais faire face un jour. Le dîner auquel nous étions invités était censé être un repas de famille, rien d'extraordinaire. Ma mère a envoyé un message dans la conversation de groupe familial avec une liste de plats et un joyeux « Soyez à l'heure », mais le ton était trop convenu. Ma sœur a répondu par une série de messages vantards sur une récompense qu'elle avait reçue au travail, ce qui, je le savais, allait monopoliser la soirée. Mon père a envoyé son habituel pouce levé. J'ai fixé l'écran un moment avant de répondre que je serais là. Toute la semaine, les petits tracas se sont accumulés. Ma sœur laissait entendre qu'elle aurait de futures responsabilités familiales. Ma mère faisait des remarques sur le fait que certains ne faisaient pas leur part. Mes cousins m'envoyaient des textos pour me demander si j'étais au courant. Grand-père voulait nommer quelqu'un pour gérer une partie de l'héritage familial. Personne ne l'a dit ouvertement, mais je sentais bien derrière chaque phrase qu'il pensait que ce serait elle. J'ai essayé de ne pas y prêter attention. Je me suis dit que ce n'était pas grave, que je ne laisserais pas les vieilles habitudes gâcher une autre fête. Mais sur la route de chez mes parents, le ciel était lourd, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Je me suis garée, les mains sur le volant, et je me suis dit, tiens bon jusqu'à la fin du dîner. J'étais loin de me douter qu'à la fin de la soirée, tout allait exploser. Le jour du dîner, la tension couvait depuis une semaine. Des moments sourds et agaçants qui s'étaient accumulés pour former un poids que je ne voulais pas admettre. Tout a commencé par un message de ma sœur, un simple. Tu peux apporter quelque chose de simple ? On ne veut pas que la table soit désordonnée. Elle parlait de nourriture, mais le sous-texte était on ne peut plus clair. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone sans répondre pendant une longue minute. Finalement, j'ai tapé un accusé de réception poli, même si les mots m'ont blessé plus qu'ils n'auraient dû. Au travail, mes collègues n'arrêtaient pas de me demander si j'étais contente des fêtes. Je disais oui, parce que c'était plus facile que d'expliquer que, dans ma famille, les fêtes étaient souvent synonymes de pièges invisibles. Ils ont complimenté mes petits succès récents, un projet que j'avais bien mené, les éloges de mon supérieur, et pendant un instant, je me suis sentie rassurée. Mais dès que j'ai franchi le seuil de mon appartement, cette confiance s'est évaporée. C'était comme si, plus j'approchais de ce dîner, plus je me sentais insignifiante. Ma sœur n'a rien arrangé. Elle a appelé 2 jours avant, sa voix claire et perçante, comme toujours lorsqu'elle est en train de construire un récit. Elle m'a dit que maman voulait que la table soit dressée d'une certaine façon, que papa ne voulait pas qu'on aborde de sujets stressants, et que grand-père avait posé des questions intéressantes sur la responsabilité, le leadership et les valeurs familiales. Elle a dit tout cela avec une telle désinvolture que j'ai failli ne pas remarquer le ton péremptoire.
un ton qui laissait entendre qu'elle s'était déjà persuadée d'être la solution à tout ce que grand-père cherchait. « Tu sais, il attache une grande importance aux traditions », a-t-elle ajouté nonchalamment. « Certaines personnes correspondent mieux à ce profil que d'autres. » Elle n'avait pas besoin de prononcer mon nom. J'ai raccroché, avec un étrange sentiment de vide. Quelque chose changeait, et tout le monde, sauf moi, semblait savoir dans quelle direction cela allait. Le matin du dîner, maman m'a envoyé un rappel concernant l'heure d'arrivée et le code vestimentaire, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Papa a répondu par un bref accusé de réception. Ma sœur a envoyé un selfie pris chez le coiffeur avec la légende « Je suis au top ce soir ». Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement habillée discrètement, choisissant un pull doux et des boucles d'oreilles simples, des vêtements qui me ressemblaient vraiment, sans avoir l'impression de jouer un rôle. Quand je suis arrivée chez mes parents, l'allée était déjà pleine. Par les fenêtres, je pouvais voir des silhouettes de proches qui se saluaient, des rires, des verres qui se levaient, qui tintaient. J'aurais dû ressentir une atmosphère chaleureuse. Au lieu de cela, j'ai senti le poids des vieux souvenirs peser sur mes côtes. À l'intérieur, les petites interactions ont commencé immédiatement. Ma tante m'a serrée dans ses bras et m'a dit que j'étais mignonne. Ma sœur est entrée derrière moi, je l'ai embrassée sur la joue et elle m'a dit qu'elle était belle. Ma mère s'est extasiée devant le repas que ma sœur avait apporté, puis eux. Elle se tourna vers moi avec un sourire poli, mais forcé. Papa passa devant moi en allant au salon, me donnant une tape rapide sur l'épaule sans s'arrêter. Quand nous fûmes enfin tous assis à table, l'atmosphère était tendue. Ma sœur commença à parler de son dernier exploit, se prélassant dans son fauteuil, savourant l'attention. Chaque fois que j'ouvrais la bouche pour ajouter quelque chose, elle me coupait la parole avec aisance et assurance, comme si elle nous rendait service. C'était subtil au début. Puis ça ne l'était plus. Entre le tintement des verres et la deuxième série de toasts, une sensation s'installa dans ma poitrine, lourde, certaine, impossible à ignorer. Quelque chose se préparait, et je ne pourrais rien y faire. Dès que je m'assis à table, je sentis le changement. Les conversations s'estompèrent, les regards s'aiguisèrent, et cette politesse guindée, celle qui n'apparaît que lorsqu'on attend quelque chose, s'abattit sur la pièce. La lueur des bougies vacillait sur les décorations de Noël, projetant des ombres douces sur les visages autour de moi. L'atmosphère était chaleureuse, presque idyllique, mais en dessous se cachait une tension palpable, une sensation que je connaissais depuis mon enfance. Le dîner commença innocemment. Mes cousins discutaient de travail et de voyage. Mes oncles débattaient de football. Mes tantes se passaient les plats. Mais chaque fois que j'essayais de me joindre à la conversation, ma sœur coupait la parole à la mienne. Elle ne cherchait même pas à s'en cacher. Elle penchait la tête, souriait gentiment et parlait plus fort, sans effort, ramenant l'attention sur elle. Au début, je me suis dit que je me faisais des idées. J'ai réessayé, posé une question, ajouté une petite remarque. Elle m'interrompait si naturellement que j'ai presque cru qu'elle ne l'avait pas fait exprès. Mais son regard croisa le mien avec cette étincelle familière, celle qui disait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Maman ne m'a pas été d'un grand secours. Elle rayonnait, débordante de fierté pour le dernier exploit de ma sœur. Elle a toujours eu ce don naturel de la meneuse, annonça-t-elle à la table en levant son verre. Certaines personnes sont nées pour faire avancer la famille. Son regard me glissa dessus comme si je n'existais pas. Papa ne dit pas grand-chose. Il se contentait d'ajuster ses couverts, de boire de l'eau, faisant semblant de ne pas remarquer le déséquilibre croissant, faisant semblant de ne pas entendre comment ma sœur me snobait à chaque occasion. Son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Au fil du repas, l'atmosphère passa d'une subtile tension à une tension palpable. Ma sœur se détendit davantage sur sa chaise, un coude appuyé sur une cheville, l'autre croisé sur la sienne. Elle rayonnait d'autosatisfaction, presque impatiente, comme si elle attendait son heure. Elle n'arrêtait pas d'aborder le sujet de la responsabilité de l'héritage, de la représentation de la famille. Chaque remarque était comme une petite miette de pain semée d'embûches, un fil conducteur que je préférais éviter. Grand-père était assis tranquillement au bout de la table, écoutant plus qu'il ne parlait, observant chaque interaction d'un œil attentif. Il ne souriait pas. Il ne faisait aucun commentaire. Il étudiait. Et je le sentais. Ma sœur aussi. Cela la rendait plus bruyante, plus enjouée, plus insistante, désespérée d'être remarquée. Puis vint le moment qui annonça le début du dérapage.
Ma tante me demanda comment se passait mon travail, sincèrement curieuse. Pour une fois, le silence se fit suffisamment à table pour que je puisse répondre. Je prononçai 2 phrases, peut-être 3, avant que ma sœur n'éclate d'un rire soudain, se penche en arrière et capte toute l'attention en racontant avec emphase un petit succès qu'elle avait connu la semaine précédente. C'était si flagrant que toute la table s'arrêta. Ma tante cligna des yeux. Mon oncle fronça les sourcils. Les cousins échangèrent des regards. Ma sœur ne remarqua rien. Ou peut-être s'en fichait elle. Elle était déjà en pleine représentation, tissant son récit, dominant la salle. Et quelque chose en moi se relâcha. Pas cassé, pas brisé, juste relâché. Comme une corde trop tendue qui finit par céder. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Je n'étais même pas blessée. J'étais juste fatiguée. J'étais profondément fatiguée. Alors, j'ai choisi le silence. Pas le silence renfermé, pas le silence de la défaite, juste un silence calme et constant qui me permettait de tout voir clairement. Chaque sourire en coin, chaque hochement de tête, chaque fois que quelqu'un détournait le regard au lieu de parler. Puis, tandis que l'on débarrassait les assiettes de dessert et que l'on servait de nouveaux verres, j'ai remarqué le changement de posture de ma sœur. Elle s'est redressée, puis s'est penchée en arrière intentionnellement, les yeux pétillants. Un signal, une mise en scène. Elle avait trouvé son moment, et la salle s'y préparait, même sans savoir pourquoi. La chaleur dans la salle à manger était étrange, épaisse, pesante, comme si elle me collait à la peau. La lumière des bougies vacillait sur la longue table, se reflétant sur les couverts et le vernis brillant de la vaisselle de fête. Des rires flottaient encore quelque part au fond de la salle, mais ils semblaient lointains. Tout autour de moi était plongé dans cette immobilité inquiétante juste avant l'orage. Ma sœur laissa tomber sa fourchette avec un léger cliquetis, étirant les bras d'un mouvement lent et délibéré. Elle se laissa aller dans son fauteuil avec l'assurance de quelqu'un qui croyait que ce moment lui appartenait. Son sourire était large, éclatant et douloureusement travaillé, le genre de sourire qu'elle arborait pour attirer l'attention. Puis elle me regarda. Son regard, perçant sous son apparence théâtrale, transperçait l'espace entre nous. Je ne bronchais pas. Je ne détournais pas les yeux. J'attendis, immobile, refusant de me fondre dans l'ombre qu'elle s'attendait toujours à ce que j'occupe. Elle tapota légèrement le parquet du talon. Tu sais, commença-t-elle assez fort pour couvrir les bavardages alentour, tout le monde ici ne mérite pas notre nom de famille. Le silence se fit instantanément. Les fourchettes s'immobilisèrent. Les verres restèrent suspendus en l'air. Son sourire s'accentua. Certaines personnes, poursuivit-elle, se contentent d'exister dans cette famille sans rien y apporter de significatif. Elles se cachent derrière le silence, espérant que cela les rende spéciales. Ses yeux pétillèrent. En réalité, cela les rend juste oubliables. Un bourdonnement me remplit les oreilles, non pas un son, mais une pression. Celle qui vous serre les côtes. Maman hocha la tête rapidement, fermement, comme si elle attendait que quelqu'un le dise à voix haute. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'en avait pas besoin. Son hochement de tête suffisait. Papa n'a pas dit un mot. Au lieu de cela, il fixait intensément la nappe, ses pouces frottant le bord plié de sa serviette. Ce petit mouvement m'a touché plus fort que les mots. Le silence n'était pas neutre. C'était de l'abandon. Ma sœur continuait de sourire, rayonnante, même. Je dis juste la vérité, Ellie. Le surnom a résonné comme une gifle. Tu n'es pas digne de notre nom. Cela aurait dû me briser. Mais au lieu de cela, quelque chose en moi s'est étrangement apaisé. Ma respiration n'a pas été saccadée. Mes yeux ne brûlaient pas. Je me suis simplement immobilisée, comme si le coup avait frappé un endroit déjà insensible à des années de coups plus légers. Les proches se sont agités, mal à l'aise. Une tante a chuchoté à l'oreille d'une autre. Un cousin m'a regardé avec une sorte d'excuse, mais aucun d'eux n'a rien dit. Et puis tout a basculé subtilement mais indéniablement. Toute l'attention s'est portée vers l'autre bout de la table. Grand-père. Il n'avait pas parlé de la soirée, avait à peine bougé, à peine il réagit. Il resta assis, d'un calme si profond qu'il en était presque troublant. Un instant, je crus qu'il allait laisser tomber. Peut-être avait-il décidé de se taire pour ne pas perturber les festivités. Mais soudain, il souleva son verre de quelques centimètres, juste assez pour que tout le monde le remarque.
Il contempla le liquide pendant une longue seconde, puis reposa le verre d'un léger tapotement. Le bruit résonna. Il posa les mains sur la table et se leva, ni brusquement, ni de façon théâtrale, mais avec une assurance qui imposa un silence pesant à la pièce. Le sourire de ma sœur s'illumina. Elle se redressa sur sa chaise, attendant visiblement des éloges ou une approbation. Elle avait toujours cru que grand-père admirait son audace. Il me regarda d'abord. Son regard s'adoucit légèrement, mais cette douceur suffit à me serrer la poitrine. Puis il se tourna vers elle. « Tu penses qu'elle n'est pas digne de notre nom ?» demanda-t-il. Ma sœur cligna des yeux, prise au dépourvu, mais se reprenant vite. « Je suis juste honnête. On sait tous qu'elle ne l'est pas vraiment. » Il leva la main, un geste à peine perceptible, mais cela la fit taire instantanément. Les mots suivants, murmurés, s'abattirent avec la force d'un marteau. « Toi non plus. » Son sourire s'effaça si vite qu'on le voyait presque se briser, comme un masque qui se fissure et tombe au sol. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, ses yeux s'écarquillèrent et son visage se décomposa. Des murmures d'étonnement parcoururent la table. Maman porta la main à sa poitrine. Papa ferma les yeux, les épaules raidies. Grand-père ne s'assit pas. Son regard restait fixé sur ma sœur, sans ciller. Pendant des mois, dit-il, j'ai observé, écouté, essayé de comprendre qui devrait perpétuer l'héritage de cette famille après ma disparition. Un silence pesant s'installa. Chacun savait ce que signifiait héritage, mais personne n'osa l'interrompre. Il poursuivit, voix assurée, calme, dévastatrice. Et ce soir, tu m'as montré tout ce que j'avais besoin de savoir. Ma sœur secoua la tête à peine audiblement. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, dit-il. Tu as confondu l'arrogance avec la force, le sentiment de supériorité avec le leadership, la cruauté avec la confiance. Elle eut le souffle coupé. Elle cligna rapidement des yeux, comme pour retenir des larmes qu'elle refusait de laisser couler. Maman retrouva enfin sa voix. Papa, elle ne voulait pas dire ça. Il la coupa d'un ton ferme mais doux, mais elle avait raison. Et tu as hoché la tête. Et il fit un geste vers papa, qui détourna le regard. Papa s'affaissa dans son fauteuil. Grand-père se tourna vers moi. Et Léliana, dit-il, tu as fait preuve d'une grande grâce dans une famille qui ne t'a pas toujours témoigné la même chose. Tu écoutes. Tu te tiens droite. Tu as de la valeur. C'est ce qui fait qu'une personne mérite un nom, pas la notoriété, pas la vanité. Ma gorge se serra, mais pas de douleur. D'autres choses, comme si j'étais vue pour la première fois. Ma sœur murmura, ce n'est pas juste. Mais les mots flottaient faiblement, dépourvus de la conviction qu'ils avaient autrefois. Grand-père la regarda une dernière fois. La justice, dit-il doucement, est enfin en train de rattraper son retard. Il s'assit, et la pièce, déjà silencieuse, sombra dans un calme plus profond, comme la fin d'une tempête dont personne ne s'était rendu compte. De l'autre côté de la table, les yeux de ma sœur brillaient d'une compréhension naissante. Quelque chose avait changé, définitivement, irrévocablement. Son corps tout entier semblait désormais plus petit, recroquevillé sur lui-même, ne baignant plus dans le pouvoir qu'elle croyait posséder. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas invisible à cette table. Je me sentais incontournable. Lorsque le dîner prit enfin fin, les gens se déplaçaient en silence, comme s'ils craignaient qu'un bruit soudain ne vienne briser les derniers vestiges de la nuit. Ma sœur s'éclipsa dans le couloir, les épaules tremblantes, sans la moindre trace de l'assurance qu'elle avait affichée toute la soirée. Ma mère la suivit en chuchotant frénétiquement. Mon père s'attarda près de l'évier, faisant semblant de rincer une assiette qu'il avait déjà lavée. Grand-père me toucha doucement le bras. « Viens avec moi, » dit-il. Nous sortîmes dans la fraîcheur de la nuit. Le jardin était plongé dans la pénombre, éclairé seulement par une guirlande de vieilles lumières de Noël que mon père n'avait jamais pris la peine d'enlever. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Le silence était plus doux que celui qui régnait à l'intérieur, moins douloureux, plus apaisant. Je pensais enfin sincèrement à chaque mot qu'il prononça. Je t'ai toujours vu te comporter avec dignité, même quand les autres ne le voyaient pas. Surtout à ce moment-là. J'avalais ma salive avec difficulté. Je me suis toujours demandé si tu l'avais remarqué. Je l'ai remarqué, dit-il, et ce soir n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. C'est à toi que je confie la suite, l'héritage, les décisions,
les responsabilités. Tu as tout mérité. Ce n'était pas l'héritage en lui-même qui me frappa. C'était la reconnaissance, la seule chose que j'avais secrètement espérée depuis l'enfance. Par la fenêtre, j'aperçus la silhouette de ma sœur, la tête baissée, son sourire disparu. Je savais que je me souviendrais de ce moment pour toujours. Prête à rentrer ? Demanda grand-père. Pour la première fois de la soirée, j'acquiesçai sans hésiter. Je rentrai chez moi ce soir-là avec une sérénité que je n'avais jamais connue. Ni vide, ni triste, juste apaisée. Pendant des années, j'ai cru devoir gagner ma place dans ma propre famille en étant discrète, prudente, docile. Mais en entendant grand-père prononcer ces mots, j'ai enfin compris une chose simple et libératrice. La valeur d'une personne ne se gagne pas avec un nom de famille. Elle se révèle par la façon dont on vit. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Les familles ne se brisent pas et ne se reconstruisent pas en une soirée. Mais je sais une chose. Je suis sortie de cette maison en portant mon nom différemment. Si vous vous êtes déjà senti invisible au sein de votre famille, racontez-moi votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous si vous souhaitez lire d'autres témoignages comme celui-ci.